Histoire de l'Afrique du Nord ancienne de Stéphane Gsell, les conditions du développement historique, le climat de l'Afrique du Nord dans l'Antiquité, suite. La plupart des sources qui alimentaient des centres romains existent encore. C'est même pour cette raison que nos villages de colonisation s'élèvent presque toujours sur l'emplacement de ruines. Leur débit a-t-il diminué depuis une quinzaine de siècles ? Il nous est impossible de répondre avec précision, mais de rares constatations permettent de croire qu'en divers lieux, ce débit ne s'est pas modifié. Cependant, dans certains pays qui sont couverts de ruines, attestant l'existence d'une population nombreuse, les sources sont rares aujourd'hui et très peu abondantes, ou bien elles manquent tout à fait. Tel est le cas pour les régions situées à l'est de Saïda, au sud et au sud-est de Tiaret, au sud de Sétif, au sud-est de Khenchla, au sud de Tébessa et aussi pour la Tunisie méridionale. Il faudrait étudier très attentivement les moyens que les anciens ont employés dans ces différentes régions afin de se procurer, indépendamment des sources, l'eau dont ils avaient besoin et dont ils paraissent s'être servis surtout pour l'alimentation. Il conviendrait d'examiner si ces moyens ne permettraient pas encore un peuplement aussi dense. D'autre part, nous répéterons ici une observation déjà faite plus haut, ces ruines peuvent se répartir sur une assez longue série de siècles. On lit en note. Les archéologues oublient trop que l'Afrique est restée très cultivée, très peuplée, pendant les siècles qui ont suivi l'invasion arabe. Il suffit pour s'en convaincre de lire les géographes El-Yacoubi, Ibn Hawkal, El-Bekri. Beaucoup de ruines qu'on qualifie de romaines pourraient bien être des ruines de construction berbère, dans lesquelles avaient été employés des matériaux datant de l'époque romaine. Je parle ici des habitations et non des édifices officiels et religieux qu'il est aisé de dater, au moins approximativement. Fin de note. Deux bourgs, dont les vestiges se rencontrent à peu d'intervalle, ne sont peut-être pas contemporains. L'un a pu remplacer l'autre. Il ne serait pas prudent d'additionner les populations de ces divers centres pour essayer de fixer un total s'appliquant à une époque déterminée. Il n'y a donc pas là une preuve péremptoire de la diminution des sources et par conséquent des pluies. On a fait observer que certaines forêts sont en décadence, que les vieux arbres y meurent d'épuisement sans être remplacés en quantité suffisante par de jeunes sujets. On lit en note. Pour les forêts de l'Oranie, voire Battendier et Trabu. Citation. Ces forêts semblent s'éteindre naturellement par suite d'un changement climatique survenu à une époque relativement récente. Les forêts des cèdres des monts de Batna et du massif de l'Aurès sont aussi en décadence. Remarque faite en 1892, fin de note. La diminution des pluies en serait la cause. Là encore, une enquête minutieuse serait nécessaire pour déterminer quelle est la part des hommes et du bétail et quelle est celle du climat dans le dépérissement progressif de ces forêts. On dit en note. On attribue la décadence actuelle des forêts de cèdres de la province de Constantine à une cause accidentelle, une période de grande sécheresse qui a duré de 1874 à 1881 et qui a tué beaucoup de vieux arbres, et aux ravages causés depuis lors aux jeunes sujets par les chèvres, qui confère M. Lapie, 1909, qui constate aussi la décadence des boisements de cèdres du Dur-Jura, croit que la faute en est aux indigènes et aux troupeaux. Fin de note. Si le dessèchement est réel, il importerait de déterminer dans la mesure du possible quand il a commencé. Il peut être dû à des causes récentes. Enfin, on a souvent indiqué comme preuve d'une modification du climat l'existence de l'éléphant dans l'Afrique du Nord à l'époque antique. Les textes mentionnant des éléphants dans cette contrée sont très nombreux et se rapportent à une période de plusieurs siècles.
Hannon en signale vers le 5e siècle avant Jésus-Christ dans le Maroc actuel. Hérodote au même siècle, dans le pays qui selon lui se trouve à l'occident du fleuve Triton, c'est-à-dire en Tunisie. Puis viennent Aristote, qui dit qu'il y a dans la région des colonnes d'Héraclès des éléphants comme en Inde. Agatharchide, Polybe, qui affirme que la Libye est pleine d'éléphants. Et raconte, d'après le roi Gulussa, fils de Massinissa, que dans le sud de l'Afrique, Berbérie actuelle, aux confins de l'Éthiopie, les défenses d'éléphants sont tellement abondantes qu'on s'en sert pour faire des poteaux, des haies, des clôtures de parcs à bestiaux. Le poète Manilius, le roi Juba, auquel sont probablement empruntés la plupart des passages déliens relatifs aux éléphants africains, Strabon qui mentionne des éléphants en Morusie, c'est-à-dire au Maroc, Pline qui en indique dans le même pays, ainsi qu'au sud des Syrtes. Juvénal et Lucien qui parlent de l'ivoire que les Maures expédient à Rome et des bandes d'éléphants qu'on rencontre en Maurétanie. On lit en note. Tous ces textes montrent combien est fausse l'hypothèse de Cobelt qui se demande si les éléphants dont les Carthaginois firent usage à la guerre ne venaient pas d'ailleurs, du Sénégal ou de pays situés plus au sud. Pour éviter des expéditions coûteuses, on aurait établi un certain nombre de ces animaux dans des lieux de Tunisie où ils auraient vécu en semi-liberté et se seraient reproduits. Il suffit de faire remarquer, premièrement, que les Carthaginois n'employèrent pas d'éléphants à la guerre avant le IIe siècle, tandis qu'Hannon et Hérodote en signalent dans l'Afrique du Nord à une époque bien antérieure. Deuxièmement, qu'une bonne partie des régions où l'on indique des éléphants n'étaient pas soumises à la domination de Carthage. Il n'y a pas lieu non plus d'admettre l'existence des deux races, l'une indigène, l'autre introduite par les Carthaginois. Aucun texte ne justifie cette hypothèse. Fin de note. On sait qu'au IIIe siècle avant notre ère, les éléphants jouèrent un rôle important dans les armées carthaginoises. Pour ne citer que quelques chiffres, Polybe en mentionne 140 employés en Sicile pendant la première guerre punique. Hannon et Hamilcar eurent à leur disposition 180 éléphants pendant la guerre des mercenaires. Hasdrubal, gendre d'Hamilcar, en eut 200 en Espagne. Hasdrubal, fils de Giscon, 140 dans l'armée qu'il commanda près d'Utique en 204. Hannibal, 80 à Zama. Les remparts de Carthage renfermaient des écuries pour en loger 300. Les rois numides et morts possédèrent aussi des éléphants de guerre. Dans une bataille, Jugurtha en perdit 44. Juba Ier en amena 120 aux Pompéiens pour combattre Jules César. Ces éléphants étaient capturés dans l'Afrique du Nord. Appien raconte que, dans la Seconde Guerre punique, lorsqu'on apprit que Scipion s'apprêtait à passer en Afrique, les Carthaginois envoyèrent Hasdrubal, fils de Giscon, à la chasse aux éléphants. Il ne dut pas aller les chercher loin de Carthage, car le temps qu'il mit à accomplir sa mission fut très court. Un autre Hasdrubal, peut-être le gendre d'Hamilcar, put pénétrer chez les Numides, sous prétexte d'y capturer des éléphants qui abondent en Numidie, ajoute Frontin. Pompée chassa l'éléphant en Numidie. Les éléphants que Juba Ier mit en ligne à la bataille de Thapsus sortaient à peine de la forêt. Pline l'Ancien et Plutarque indiquent, d'après Juba II, comment on s'y prenait en Afrique pour capturer ces animaux. L'éléphant devint en quelque sorte le symbole de cette contrée. Il figura sur les monnaies des rois indigènes et l'art hellénistique coiffa l'Afrique personnifiée d'une dépouille d'éléphant.
On lit en note: il faut remarquer qu'Alexandrie, parce qu'elle formait le trait d'union entre l'Afrique du Nord, l'Éthiopie orientale et l'Inde, les trois contrées où les anciens connaissaient des éléphants. Fin de note. Les Romains, qui avaient eu à combattre les éléphants asiatiques de Pyrrhus, connurent les Africains lors des guerres puniques. Ils apprirent le nom que leur donnaient les indigènes et les Carthaginois, Caïsar ou quelques formes voisines.